Chapitre 4. Le voyage. J'ai déjà exposé, jeudi dernier, à quelques-uns d'entre vous, les principes de ma machine pour voyager dans le temps, et je vous l'ai montré telle qu'elle était, mais inachevée, et sur le métier. Elle y est encore maintenant, quelque peu fatiguée par le voyage, à vrai dire. L'une des barres d'ivoire est fendue, et une traverse de cuivre est faussée. Mais le reste est encore assez solide. Je pensais l'avoir terminé le vendredi. Mais vendredi, quand le montage fut presque fini, je m'aperçus qu'un des barreaux de nickel était trop court de 2,5 cm exactement, et je dus le refaire de sorte que la machine ne fut entièrement achevée que ce matin. C'est donc aujourd'hui à 10 heures que la première de toutes les machines de ce genre commença sa carrière. Je l'ai examinée une dernière fois, m'assurai de la solidité des écrous, mis encore une goutte d'huile à la tringle de quartz, et m'installai sur la selle. Je suppose que celui qui va se suicider et qui tient contre son crâne un pistolet doit éprouver le même sentiment que j'éprouvais alors de curiosité pour ce qui va se passer immédiatement après. Je pris dans une main le levier en marche et dans l'autre le levier d'arrêt. J'appuyai sur le premier et presque immédiatement sur le second. Je crus chanceler, puis j'eus une sensation de chute comme dans un cauchemar. Alors, regardant autour de moi, je vis mon laboratoire tel qu'à l'ordinaire. S'était-il passé quelque chose ? Un moment, je soupçonnais mon intellect de m'avoir joué quelque tour. Je remarquai alors la pendule. Le moment d'avant, elle marquait, m'avait-il semblé, 1 minute ou 2 après 10 heures. Maintenant, il était presque 3h30. Je respirais, serrais les dents, empoignai des 2 mains le levier de mise en train, et partis d'un seul coup. Le laboratoire devint brumeux, puis sombre. La servante entra et se dirigea, sans paraître me voir, vers la porte donnant sur le jardin. Je suppose qu'il lui fallut 1 minute ou 2 pour traverser la pièce, mais il me sembla qu'elle était lancée d'une porte à l'autre comme une fusée. J'appuyai sur le levier jusqu'à sa position extrême. La nuit vint comme on éteint une lampe. Et, un moment après, 2 mains étaient là. Le laboratoire devint confus et brumeux, et, à chaque moment, de plus en plus confus. Demain soir arriva tout obscur, puis le jour encore, puis une nuit, puis des jours et des nuits de plus en plus précipités. Un murmure vertigineux emplissait mes oreilles. Une mystérieuse confusion descendait sur mon esprit. Je crains de ne pouvoir exprimer les singulières sensations d'un voyage à travers le temps. Elles sont excessivement déplaisantes. On éprouve exactement la même chose que sur les montagnes russes dans les foires. Un irrésistible élan, tête baissée. J'éprouvais aussi l'horrible pressentiment d'un écrasement inévitable et imminent. Pendant cette course, la nuit suivait le jour comme le battement d'une grande aile noire. L'obscure perception du laboratoire disparut bientôt, et je vis le soleil sauter précipitamment à travers le ciel, bondissant à chaque minute, et chaque minute marquant un jour. Je pensais que le laboratoire avait dû être détruit et que j'étais maintenant en plein air. J'eus la vague impression d'escalader des échafaudages, mais j'allais déjà beaucoup trop vite pour avoir conscience des mouvements qui m'entouraient. L'escargot le plus lent qui rampa jamais bondissait trop vite pour que je le visse. La scintillante succession de la clarté des ténèbres était extrêmement pénible à l'œil. Puis, dans les ténèbres intermittentes, je voyais la lune parcourir rapidement ses phases, et j'entrevoyais faiblement les révolutions des étoiles. Bientôt, tandis que j'avançais avec une vélocité croissante, la palpitation du jour et de la nuit se fondit en une teinte grise et continue. Le ciel revêtit une admirable profondeur bleue, une splendide nuance lumineuse, comme celle des premières lueurs du crépuscule. Le soleil bondissant devint une traînée de feu, un arc lumineux dans l'espace. La lune, une bande ondoyante et plus faible, et je ne voyais plus rien des étoiles, sinon de temps en temps un cercle brillant qui tremblotait. Le paysage était brumeux et vague. J'étais toujours au flanc de la colline, sur laquelle est bâtie cette maison, et la pente s'élevait au-dessus de moi, grise et confuse. Je vis des arbres croître et changer comme des bouffées de vapeur.
tantôt roux, tantôt vert. Il croissait, s'étendait, se brisait et disparaissait. Je vis d'immenses édifices s'élever, vagues et splendides, et passer comme des rêves. Toute la surface de la terre semblait changer, ondoyant et s'évanouissant sous mes yeux. Les petites aiguilles sur les cadrans qui enregistraient ma vitesse couraient de plus en plus vite. Bientôt je remarquai que le cercle lumineux du soleil montait et descendait, d'un solstice à l'autre, en moins d'une minute, et que, par conséquent, j'allais à une vitesse de plus d'une année par minute. Et de minute en minute, la neige blanche apparaissait sur le monde et s'évanouissait pour être suivie par la verdure brillante et courte du printemps. Les sensations désagréables du départ étaient maintenant moins poignantes. Elles se fondirent bientôt en une sorte d'euphorie nerveuse. Je remarquai, cependant, un balancement lourd de la machine dont je ne pouvais m'expliquer la cause. Mais mon esprit était trop confus pour y faire grande attention. Si bien que je me lançai dans l'avenir avec une sorte de folie croissante. D'abord, à peine pensai-je à m'arrêter. À peine pensai-je à autre chose qu'à ces sensations nouvelles. Mais bientôt une autre série d'impressions me vint à l'esprit, une certaine curiosité, et avec elle une certaine crainte, jusqu'à ce qu'enfin elles se fussent complètement emparées de moi. Quels étranges développements de l'humanité, quelle merveilleuse avance sur notre civilisation rudimentaire, n'allais-je pas apercevoir quand j'arriverais à regarder de près ce monde vague et illusoire qui se déroulait et ondoyait sous mes yeux. Je voyais des monuments d'une grande et splendide architecture s'élever autour de moi, plus massifs qu'aucun édifice de notre époque, et cependant, me semblait-il, bâtis de brume et de faible clarté. Je vis un verre un peu plus riche s'étendre sur la colline et demeurer là, sans aucun intervalle d'hiver. Même à travers le voile qui noyait les choses, la terre semblait très belle. C'est alors que l'idée me vint d'arrêter la machine. Le risque que je courais était de trouver quelque nouvel objet à la place que la machine et moi occupions. Aussi longtemps que je voyageais à toute vitesse, cela importait fort peu. J'étais pour ainsi dire désintégré. Je glissais comme un éther à travers les interstices des substances interposées. Mais s'arrêter impliquait peut-être mon écrasement, molécule par molécule, dans ce qui pouvait se trouver sur mon passage, comportait un contact si intime de mes atomes avec ceux de l'obstacle qu'il en résulterait une profonde réaction chimique, peut-être une explosion formidable, qui m'enverrait, mon appareil et moi, hors de toute dimension possible, dans l'inconnu. Cette possibilité s'était bien souvent présentée à mon esprit pendant que je construisais la machine. Mais alors je l'avais de bon cœur envisagé, comme un risque nécessaire. Un de ces risques que l'homme doit toujours accepter. Maintenant qu'il était inévitable, je ne le voyais plus du tout sous le même jour. Le fait est que, insensiblement, l'absolue étrangeté de toute chose, le balancement ou l'ébranlement écœurant de la machine, par-dessus tout la sensation de chute prolongée, avait absolument bouleversé mes nerfs. Je me disais que je ne pouvais plus m'arrêter et, dans un sursaut nerveux, je résolus de m'arrêter sur le champ. Avec une impatience d'insensé, je tirai le levier. Aussitôt la machine se mit à balloter et je dégringolai la tête la première dans le vide. Il y eut un bruit de tonnerre dans mes oreilles. Je dus rester étourdi un moment. Une grêle impitoyable sifflait autour de moi, et je me trouvais assis, sur un sol mou, devant la machine renversée. Toute chose m'apparaissait encore grise, mais je remarquai bientôt que le bruit confus dans mes oreilles s'était tu. Je regardais autour de moi. J'étais sur ce qui pouvait sembler une petite pelouse, dans un jardin, entouré de massifs de rhododendrons dont les pétales mauves et pourpres tombaient en pluie sous les volées de grelons. La grêle dansante et rebondissante s'abattait sur la machine et descendait sur le sol en une fumée. En un instant, je fus trempé jusqu'aux os. Excellente hospitalité, dis-je, envers un homme qui vient de parcourir d'innombrables années pour vous voir. Enfin, je songeais qu'il était stupide de se laisser tremper. Je me levai et cherchai des yeux où me réfugier. Une figure colossale,
taillée apparemment dans quelques pierres blanches, apparaissait, incertaine, au-delà des rhododendrons, à travers l'averse brumeuse. Mais le reste du monde était invisible. Il serait malaisé de décrire mes sensations. Comme la grêle s'éclaircissait, j'aperçus plus distinctement la figure blanche. Elle devait être fort grande, car un bouleau ne lui allait qu'à l'épaule. Elle était de marbre blanc et rappelait par sa forme quelques sphinx ailés, mais des ailes, au lieu d'être repliées verticalement, étaient étendues de sorte qu'elles semblaient planer. Le piédestal, me sembla-t-il, était de bronze couvert d'une épaisse couche de verre de gris. Il se trouva que la face était de mon côté, les yeux sans regard paraissaient à mes pieds. Il y avait sur les lèvres l'ombre affaiblie d'un sourire. L'ensemble était détérioré par les intempéries et donnait l'idée désagréable d'être rongé par une maladie. Je restai là à l'examiner un certain temps. Une demi-minute peut-être, ou une demi-heure. Elle semblait reculer ou avancer, suivant que la grêle tombait entre elle et moi, plus ou moins dense. À la fin, je détournai mes yeux et je vis que les nuages s'éclaircissaient et que le ciel s'éclairait de la promesse du soleil. Je reportai mes yeux vers la forme blanche accroupie, et toute la témérité de mon voyage m'apparut subitement. Qu'allait-il subvenir lorsque le rideau brumeux qui m'avait dissimulé jusque-là serait entièrement dissipé? Qu'avait-il pu arriver aux hommes? Que faire si la cruauté était devenue une passion commune? Que faire si, dans cet intervalle, la race avait perdu son humanité et s'était développée dans la malfaisance, la haine et une volonté farouche de puissance? Je pourrais sembler quelque animal sauvage du vieux monde, d'autant plus horrible et dégoûtant que j'avais déjà leur conformation, un être mauvais qu'il fallait immédiatement supprimer. Déjà, j'apercevais d'autres vastes formes, d'immenses édifices avec des parapets compliqués et de hautes colonnes, au flanc d'une colline boisée qui descendait doucement jusqu'à moi, à travers l'orage apaisé. Je fus saisi d'une terreur panique. Je courus éperdument jusqu'à la machine et fis de violents efforts pour la remettre debout. Pendant ce temps, les rayons du soleil percèrent l'amoncellement de nuages. La pluie torrentielle passa et s'évanouit comme le vêtement traînant d'un fantôme. Au-dessus de moi, dans le bleu intense du ciel d'été, quelques légers et sombres lambeaux de nuages tourbillonnaient en se désagrégeant. Les grands édifices qui m'entouraient s'élevaient clairs et distincts, brillant sous l'éclat de l'averse récente, et ressortant en blanc avec des grelons non fondus, amoncelés le long de leurs assises. Je me sentais comme nu dans un monde étrange. J'éprouvais ce que, peut-être, ressent l'oiseau dans l'air clair, lorsqu'il sait que le vautour plane et va s'abattre sur lui. Ma peur devenait de la frénésie. Je respirais fortement, serrais les dents, et en vins aux prises furieusement des poignets et des genoux avec la machine. À mon effort désespéré, elle céda et se redressa, en venant me frapper violemment au menton. Une main sur la selle, l'autre sur le levier, je restai là, haletant sourdement, prêt à repartir. Mais avec l'espoir d'une prompte retraite, le courage me revint. Je considérais plus curieusement et avec moins de crainte ce monde d'un avenir éloigné. Dans une fenêtre ronde, très haut dans le mur du plus proche édifice, je vis un groupe d'êtres vêtus de riches et souples robes. Ils m'avaient vu, car leur visage était tourné vers moi. J'entendis alors des voix qui s'approchaient. Venant à travers les massifs qui entouraient le sphinx blanc, je voyais les têtes et les épaules d'hommes qui couraient. L'un d'eux déboucha d'un sentier qui menait droit à la petite pelouse, sous laquelle je me trouvais avec ma machine. C'était une délicate créature, haute environ d'1,20 m, vêtue d'une tunique de pourpre retenue à la taille par une ceinture de cuir. Des sandales ou des brodequins, je ne pus voir distinctement, recouvraient ses pieds. Ses jambes étaient nues depuis les genoux. Elle ne portait aucune coiffure.
En faisant ces remarques, je m'aperçus pour la première fois de la douceur extrême de l'air. Je fus frappé par l'aspect de cette créature, très belle et gracieuse, mais étonnamment frêle. Ses joues roses me rappelaient ces beaux visages phtisiques, cette beauté hectique dont on nous a tant parlé. À sa vue, je repris soudainement confiance, et mes mains abandonnèrent ma machine.